Un élément qui se rajoute également, le concert d'évolution professionnelle. Toujours pareil, l'individu au cœur du système, l'individu doit être acteur de son propre parcours, l'individu doit avoir les possibilités de sécuriser son emploi. Le législateur a voulu mettre en place donc des systèmes qui permettent aux salariés, on est bien sur un public salarié en particulier, d'avoir accès à tout moment de sa vie à un conseil et un accompagnement sur éventuellement un projet d'évolution professionnelle. Donc on a l'OPACIF, donc c'est l'OPACIF, c'est l'organisme de collecte du congé individuel de formation. On y revient, donc si on est vraiment dans une idée de changement de carrière professionnelle, c'est donc vers l'OPACIF qu'une personne doit se diriger, mais ils sont censés avoir des conseillers qui sont capables d'orienter, de conseiller des personnes qui seraient en questionnement sur l'évolution professionnelle. Le Pôle emploi et l'APEC, je dirais, c'est pas surprenant. L'APEC le fait, le Pôle emploi, je dirais, un peu moins, mais parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens ni les capacités humaines de le faire. Cap Emploi est une structure plutôt à destination de publics handicapés. C'est en lien avec la GFIP. Et on a également une mission locale que l'on retrouve sur la structure d'accompagnement avec les 26 ans d'accompagnement vers l'emploi. Donc ce sont ces structures-là qui ont été identifiées par le législateur comme étant structures d'accompagnement et de conseil en évolution professionnelle. La réforme apporte quelques modifications sur les dispositifs existants. Alors on parlait tout à l'heure de la période de professionnalisation. Qu'est-ce que c'est la période de professionnalisation pour les entreprises? Il y a plusieurs possibilités de financer la formation. Il y a ce qui s'appelle le plan de formation. Donc c'est un versement toujours sur la masse salariale. Les versements qui sont faits sont sur la masse salariale et qui permet donc de financer des actions de formation, je vais dire standard, tout type de formation que l'on souhaite réaliser. La période de professionnalisation est un dispositif qui permet de financer des formations plus longues et des formations, on va le voir, là où ça a évolué, on va retrouver exactement les mêmes thèmes que l'on a dans le CPF. Sur les formations éligibles par la professionnalisation, il y avait des publics éligibles, des publics prioritaires, plus de 45 ans, certains publics handicapés. Il y en a plus. Toute personne est éligible à ce dispositif-là. Autre élément, l'objectif premier, c'est le maintien dans l'emploi, toujours pareil, en période de crise. Donc tous les dispositifs sont censés favoriser le maintien dans l'emploi des personnes. Pour mobiliser ce système-là, 70 ans minimum. Alors c'était le cas dans notre branche professionnelle, mais suivant les branches, il y avait un nombre d'heures plus bas qui permettait de mobiliser la période de mobilisation. Sauf pour la VAE, puisque la VAE est un dispositif qui peut être réduit en termes d'heures à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on peut faire entrer dans les formations? Alors, cette fois, toutes les formations enregistrées au RNCP, au registre national, pas seulement les listes que l'on a vues tout à l'heure du CPF, mais toutes les formations enregistrées au RNCP sont éligibles. Les formations reconnues à la classification de convention collective, donc il peut y avoir certaines classifications particulières qui sont reconnues. Tout ce qui est CQP, certificat de qualification professionnelle, et donc le socle de connaissances et de compétences, qui est également éligible à la période de qualification. Clairement, ça réduit fortement le nombre de formations éligibles. Jusqu'au 31 décembre, n'importe quel parcours de formation de 70 heures, je vais y coller plusieurs formations, pouvait être éligible. À tout le monde qui a un même objectif. Je définissais un parcours, je rajoutais tel ou 3-4 formations, et l'entreprise pouvait financer par ce dispositif-là un parcours de formation. C'est terminé. Seules les formations certifiantes, qualifiantes, reconnues sont éligibles. Le texte, s'il y a accord de branche, l'appareil de professionnalisation peut compléter le financement du CPF. Mais l'appareil de professionnalisation est un dispositif de financement à disposition de l'entreprise. C'est une possibilité qui est donnée à partir du moment où l'entreprise a validé la demande. Les autres dispositifs, le contrat de professionnalisation, est-ce que vous vous identifiez? On a un contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Des dispositifs, je dirais, assez proches, financés de manière différente, mais assez proches. Dans un contrat d'apprentissage, on ne peut financer qu'un diplôme. Et uniquement dans un organisme qui est reconnu
centre de formation d'apprentis. Dans un contrat de professionnalisation, on peut recruter un jeune ou un moins jeune, hein, puisque c'est ouvert également aux plus de 26 ans, qui va soit préparer un diplôme, soit préparer une certification. C'est la différence avec un contrat de professionnalisation, c'est que une certification SCQP, par exemple, n'est éligible qu'au contrat de professionnalisation. On ne peut pas préparer un CQP en contrat d'apprentissage. Donc pour certaines certifications, et dans le cas des recrutements, seul un contrat de professionnalisation est éligible. Il existait dans certaines formations des frais d'inscription, souvent à la charge du salarié. C'est interdit. Ce qui change, donc depuis le 1er janvier, il est interdit pour n'importe quel organisme de formation de facturer des frais d'inscription, quels qu'ils soient, aux salariés. Tous les coûts doivent être intégrés dans le coût de formation, qui ensuite sont facturés au niveau de l'entreprise et pris en charge par un avocat, mais il ne peut y avoir aucun frais supplémentaire à la charge de l'individu. Et le tuteur, qui était déjà fortement préconisé, qui est une obligation, pas d'obligation de formation de tuteur, même chose, elle est fortement préconisée, mais le tuteur, c'est un petit peu plus précisé au niveau du tuteur et des minima en termes de qualification de tuteur. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait un niveau de qualification à minima équivalent au niveau de sortie de la personne. C'est-à-dire que lorsque la personne aura terminé sa formation, il faut que le niveau de sortie soit à minima équivalent au niveau du tuteur, ce qui est logique. Si le tuteur a un niveau inférieur que la personne y forme, ça peut poser des questions. Mais c'est des choses qui arrivent. Pour la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience, c'est dispositif, je vous en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on a 3 années d'activité professionnelle. On peut demander l'équivalence avec un diplôme si on estime que l'on a des compétences que l'on a pu développer qui permettent de valider un diplôme.